Mais avant cela, en ces temps de bataille, et de débat et d'affirmation par tous les mouvements, tous les partis politiques des enjeux écologiques, eh bien, nous allons prendre un autre sujet, juste après qu'il y ait eu la fin provisoire de l'épisode de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, il y avait à Bure, une petite commune dans la Meuse, un bois, le bois Le Jus, et dans ce bois, il y avait des opposants à CIGEO, Centre, j'ai oublié le I, je ne sais plus, industriel de stockage, le S n'est pas dans l'anagramme de géologique, de stockage de quoi? De déchets nucléaires. Eh bien, il y a une semaine précisément, le gouvernement a décidé d'évacuer Manu Militari, tous ceux qui s'opposaient à cela, et ils sont là dans leur diversité. Nous reparlerons dans un autre live de Mediapart de la question complexe, technique. Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Comment on les gère? Là, nous allons plutôt parler d'un combat citoyen, des raisons de ce combat citoyen. Alors, ils sont 4 pour nous en parler. D'abord, Angélique Huguin, vous êtes membre du groupe de soutien juridique, c'est-à-dire que c'est vous qui avez mené la bataille juridique, provisoirement perdue, puisque l'État a eu une décision, vous allez nous l'expliquer, qu'il a pu invoquer pour faire cette action. En face de vous, Jean-Marc Fleury, vous êtes président de l'association des élus opposé à l'enfouissement des déchets actifs. Je crois que vous êtes conseiller municipal et vous êtes donc dans ces élus qui se sont progressivement, de toute tendance, mobilisés sur cette question et vous allez nous expliquer pourquoi. Jean-Pierre Simon, de l'autre côté, à côté d'Angélique Huguin, vous êtes un paysan, donc vous êtes sur cette question du territoire, on va en parler, c'est la question du territoire, opposé à ce projet CIGEO. Et puis en face de vous, Philippe, vous étiez présent quand il y a eu cette intervention, avec des témoignages sur comment ça s'est passé avec les forces dites de l'ordre. Je suis avec Jade Lingard, qui suit, et vous le savez tous, Bure, de reportage en reportage, qui nous a même montré l'originalité de cette lutte, et les baraques dans les arbres, les cabanes, etc. Mais d'abord, une question toute simple à vous, Philippe. Comment ça s'est passé il y a une semaine? Donc voilà, moi ce matin-là, jeudi passé, j'étais dans le Grand Chêne, dans cette cabane qui a été bien vue. Et à 6h du matin, 6h20 approximativement, j'ai reçu un appel téléphonique. Et en parallèle, déjà, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu au pied de l'arbre des grosses lampes qui balayaient. Une a pointé vers la cabane et toute la cabane s'est illuminée. C'était clairement pas la puissance de nos frontales qui faisait ça. Et on a vite compris qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Le téléphone l'a confirmé, les différentes barricades étaient en train d'être évacuées, expulsées. Et donc voilà, c'était le début de l'opération qui dura qui dure toujours en fait, qui est cette bataille pour le bois, qui du coup, voilà, c'est passé comme ça. Que ce terrain où ils veulent mettre ce centre d'enfouissement du voilà, déchet, c'est un bois. C'est une forêt qui est d'aplomb de ce site d'enfouissement. Et donc le jour même, ils ont amené des équipes de grimpeurs pour déloger les gens, etc. On a fait ce qu'on pouvait avec les pontages, avec les tyroliennes qu'il y avait pour retarder, pour prendre le plus de temps là où j'étais. Il est très en hauteur, Philippe. Peut-être qu'on peut décrire votre situation en haut d'un très haut chêne. C'est vraiment Optigny, une petite maison, une des plus belles que j'ai pu visiter, qui est perchée au-dessus d'un chêne de 25 mètres. Et j'ai passé plein de beaux moments. On fait de l'acrobranche pour grimper On monte à la corde. On monte à la corde avec un baudrier. Avec un baudrier. Voilà. Et un gendarme est monté jusqu'à votre plateforme. Ils avaient un système de gros lance-pierres, eux aussi, parfois. Et ils lançaient des sacs de sable pour amener une corde à travers les branches et petit à petit monter dans l'arbre. Et ils sont venus nous chercher dans la cabane. À ce moment-là, on s'était réfugiés à l'intérieur. On était 2. Et ça a été un peu surréaliste, tout ce moment où on se retrouve avec des gendarmes au-dessus dans cet endroit qui était censé défendre toute la forêt en même temps de leur intrusion.
Ouais, les cabanes là. Mais comment ça s'est passé au niveau... ça s'est passé correctement ou ça s'est passé violemment? Ils ont essayé d'être le plus correct possible pour qu'on ne puisse rien leur reprocher. Au niveau de comment ils nous ont tenus, etc., de faire attention à ne pas blesser, etc. Je pense que c'est une opération qui a un écho médiatique très très fort et qui ne pouvait pas se permettre une bavure sur cette opération. Et ça s'est très fort ressenti. Ils sont descendus de la plateforme? Ouais, ils sont venus nous chercher, ils nous ont mis dans un espèce de paquet comme ça, nous attachés les mains dans le dos, et ils nous ont descendus. Ils ont contrôlé les identités? Ils ont contrôlé les identités, et puis en fonction des stratégies des différentes personnes qui ont été trouvées dans la forêt, ceux qui ont donné leurs identités étaient ressortis à l'extérieur du bois, et en tout cas ceux qui étaient dans les arbres ont été juste ressortis pour le moment. Et certains d'entre eux, ils sont retournés le soir même, en fait, et ont continué en fait, à occuper et ont montré que c'était pas juste une opération médiatique, un gros coup fort comme ça, un jet de projecteur sur un bulldozer qui détruisait la barricade qui était à l'entrée de la forêt, qui suffisait pour prétendre avoir évacué le bois et que Bure, c'était fini, en fait. Et ils sont toujours là ou ils ont été réévacués? Là, à l'heure qu'il est, il y a des gens qui régulièrement rentrent dans la forêt, oui. Mais de ce que je sais, je ne pense pas qu'il y a des gens dans les arbres. C'est une très grande forêt, 220 hectares, c'est vraiment un très grand espace. Et qui était exploité comme forêt? Il y a des gens qui l'entretenaient? C'était un bois communal jusqu'à ce que l'Andra le récupère de manière pas très juste, pas encore très claire. Qui était du coup, qui servait d'affouage, donc pour que les locaux puissent se chauffer, puissent avoir utilité de leur bois, donc de la commune de Mandres-en-Barrois. Vous êtes de la région vous-même? Non. Non, vous êtes... Voilà. Pas loin, mais... Alors, Angélique Huguin, vous, justement, vous allez nous expliquer les enjeux de droit, parce que, puisque vous êtes dans le groupe de soutien juridique, c'est-à-dire comment vous avez mené la bataille, et puis comment l'État a essayé de vous contrecarrer les décisions qui ont été rendues dans cette affaire. Je pense que la décision de droit qui a été rendue la plus importante pour nous, c'est celle du 1er août, puisque l'Andra a fait un passage en force, qui a provoqué l'occupation de cette forêt. L'Andra, peut-être on précise, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui est l'institution qui opère un laboratoire de recherche aujourd'hui et est censée ouvrir ensuite, être maître d'ouvrage sur le chantier du centre d'enfouissement. Elle fait des recherches, elle est censée gérer ensuite les déchets nucléaires pour des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Cet été ? Alors, la décision de cet été, en fait, c'était... Donc, l'Andra est rentrée dans le bois et a commencé des travaux, c'est-à-dire à défricher et à poser une clôture, et ça, de manière totalement illégale. Et donc, on a attaqué ce fait-là. Et le 1er août 2016, une ordonnance du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc nous a donné raison et a intimé l'ordre à l'Andra d'arrêter, de cesser séance tenante la construction du mur que, par ailleurs, elle avait construite, qu'elle commençait à construire. Après l'occupation qu'on avait faite, la première expulsion, ils voulaient nous empêcher de revenir et donc ils construisaient un mur. Donc on a attaqué à la fois le défrichement et à la fois le mur, et ce jour-là, au tribunal, la justice nous a donné raison, a intimé l'ordre à l'Andra d'arrêter le défrichement, d'arrêter la construction du mur, d'obtenir les autorisations dans les 6 mois à venir et à défaut de remettre tout en état. À l'heure actuelle, l'Andra n'a toujours aucune des autorisations qui lui a été demandé de fournir. C'est vraiment un parcours du combattant pour l'Andra, puisqu'en fait, il faut demander à l'autorité environnementale l'accord de faire ce défrichement. Alors, l'autorité environnementale, après beaucoup de rebonds, finalement, a demandé à ce qu'il y ait une étude d'impact. Donc le droit est pourtant, pour l'instant, de votre côté. Ils ne peuvent pas agir et construire ce centre d'enfouissement comme ils le veulent. Absolument pas. Alors, il faut prendre le bois comme seulement un élément du projet CIGEO. Et le bois, ça sera simplement là où il y aura les puits d'aération qui vont évacuer l'hydrogène radioactif. Mais CIGEO, ça a une emprise bien plus grande que sur le bois. Mais cet endroit-là est stratégique pour eux. Et s'ils n'ont pas cet endroit-là, ils ne peuvent pas commencer. Mais par contre, le projet CIGEO en lui-même, CIGEO, c'est le nom un peu trop joli qu'ils lui ont donné. En fait, le projet de poubelle nucléaire, c'est une poubelle nucléaire. Ce projet-là, il n'a même pas le début d'une demande d'autorisation. Ça devait être en 2018. Par la force des choses, on les a un petit peu forcés à reculer et à changer leur planning. Ça serait en 2019.
Même de ça, on en doute. Donc pour l'instant, ils n'ont même pas fait la demande d'autorisation de création. Mais pour autant, c'est un peu la politique du fait accompli qu'on connaît par ailleurs, qu'on a connu à Sivens et qu'on a connu à la ZAD. Voilà. C'est d'essayer de commencer les travaux quand même, de forcer sous prétexte de faire des études d'impact, des études... C'est le même scénario que Sivens et que Notre-Dame-des-Landes. Oui. Voilà. On y va quand même. Et sur quoi s'appuie l'État pour intervenir et déloger ceux qui occupaient le bois? Alors, il y a eu deux décisions. Une première, puisqu'il y a un habitant qui était arrivé de Finlande l'année dernière et qui s'y était installé, il avait pris part à cette lutte. Il s'était installé dans le bois, dans ce qu'on appelle la communale. Donc, il avait déclaré à l'Andra qu'il habitait ce bois. Les nuages radioactifs sont sans frontières. Les hommes qui se mobilisent là-dessus peuvent il faut comprendre passer les frontières. Voilà, bien sûr, il faut comprendre que cette lutte... Que ça soit femmes, pardon, et les humains, je voulais dire. Oui, attention. C'est vrai qu'on est dans des luttes où on fait très attention justement à lutter aussi contre les dominations. Donc ce Finlandais est arrivé, il s'appelle Sven Lindström. Je pense que pas mal de journalistes avaient relayé un petit peu son action et il a eu la démarche, lui, de dire à l'Andra, moi j'habite ce bois. Et je ne veux pas que vous le détruisiez. Et voilà, si vous voulez maintenant revenir, il va falloir m'évacuer. Donc il a fait une procédure juridique. Malheureusement, Sven Lindström a perdu son recours juridique et il a été prononcé à son égard une ordonnance d'expulsion. Cette ordonnance, elle a été passée au mois d'avril. Mais depuis le mois d'avril 2017, il ne se passait rien. Enfin, l'État n'est pas venu expulser Sven Lindström. Et d'ailleurs, Sven Lindström, entre-temps, il a des problèmes de famille en Finlande et il est retourné chez lui et ça fait belle lurette qu'on ne le voit plus. Mais l'État, là, pour une raison qu'on cherche encore un peu à déterminer, est-ce que c'est pour montrer ses gros bras suite à l'évacuation de la ZAD pour Notre-Dame-des-Landes. Oui, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, on cherche encore à déterminer ça, mais peut-être aussi parce que ça presse pour eux, il faut qu'ils mettent en place leur étude d'impact et d'autres choses. A décidé d'évacuer. Seulement, ils ne pouvaient plus vraiment s'appuyer sur cette ordonnance d'expulsion qui date un peu. Donc, ils nous ont sorti une du chapeau qui expulse tous les occupants du bois à la date du 22 février, mais qui ne sont pas Sven Lindström et 3 autres occupants qui étaient nommés dans cette première ordonnance et qui sont tous les autres occupants du bois. Ce qui veut dire, en termes de droit, et on va certainement attaquer cette décision, c'est en préparation du côté de nos avocats, en termes de droit, ça veut dire que c'est les occupants de ce bois-là, ce jour-là, ont découvert qu'il y avait une ordonnance d'expulsion à leur égard. Il n'y a jamais eu de procédure contradictoire, c'est-à-dire la possibilité de se défendre contre cette expulsion. Et ça leur a été notifié le matin même par l'huissier, en même temps que les caméras de télévision qui étaient déjà là, a priori BFM TV, d'après ce qu'on a pu voir. Enfin, un gros coup médiatique, on signifie avec l'huissier... nous avons cédé sur Notre-Dame-des-Landes, nous montrons que... Voilà, avec une belle opération de com, bien sûr, puisqu'on savait que les journalistes, certains journalistes, pas n'importe lesquels, bizarrement Mediapart n'était pas là, mais voilà, pour assister à cette expulsion. La ligne directe avec le ministère de l'Intérieur ne fonctionne pas très bien ici. Voilà. Mais il y a de la friture. Alors, je continue le premier tour, et après Jade va relancer avec des questions. Jean-Pierre Simon, vous êtes donc un paysan opposé à ce projet Cigéo. Alors racontez-nous, vous êtes paysan, vous n'êtes pas dans le bois, je suppose que vous êtes... Non, je n'en suis pas très loin. Alors expliquez-nous comment est venu votre engagement et pourquoi vous êtes opposé à... Alors, moi je suis paysan donc à 5 km de Bure. Vous faites quoi comme paysan là-bas ? J'étais producteur de lait jusqu'en 2010 et puis je suis céréalier avec un petit peu d'élevage. D'accord. Voilà. Donc, évidemment, je suis depuis 35 ans sur le secteur. Je suis né dans ce village et j'y exerce ce métier. Je suis dans la lutte depuis un moment. À savoir, j'étais là dans la lutte avant que l'Andra pose ses valises. La loi Bataille a été posée en 91. Donc, c'est elle qui a déterminé le choix des sites. Un vieux projet. Oui, toujours très longue machine. C'est déjà un très vieux projet. Bon, il faut savoir qu'après, ce qui a été retenu dans la loi Bataille, on l'a dépoussiéré et on en a laissé pas mal de trucs de côté, quoi. On devait faire 2 laboratoires, un sur sous-sol granitique et un sur sous-sol argileux. Bon, pour des raisons diverses, on s'est rabattu sur un seul projet. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, ce projet-là, c'était sur Bure qu'il allait se faire. Donc uniquement sur sous-sol argileux. Donc on a reconcentré tous nos moyens autour de Bure. Et malgré tout, on est dans une région qui est, avec d'un point de vue démographique, très dépeuplée. Et ce n'est pas pour la qualité de l'argile que le choix de Bure a été fait. Parce que la couche d'argile, elle est présente à Châtenay-Malabry et à Strasbourg. Sauf qu'elle n'est pas à la même profondeur. Donc ça aurait peut-être coûté moins cher de la mettre à Châtenay-Malabry parce qu'on était bien moins profond. Voilà. Donc pourquoi à Bure ? Parce qu'on était au coin de 2 départements qui ont accueilli, ou les élus, avec un niveau démographique très bas, où les élus... Meuse et Haute-Marne, donc 52 et 55, où les élus étaient demandeurs et ont accueilli l'Andra, pour des raisons que je vais développer après. Et malgré tout, donc
à l'époque, on avait déjà fait un festival anti-Deschnuc pour s'opposer. Anti-Deschnuc, oui, pour s'opposer. Donc c'était juste aussitôt la bataille et avant que l'Andra pose ses valises sur le secteur. Et puis après, ils ont compris que ça passait pas parce que dans d'autres régions de France, dans les Deux-Sèvres, etc. On montre notre dossier avec tous les articles qui suivent parce que votre lutte est suivie depuis longtemps. Ils ont essayé de poser leurs valises aussi dans d'autres régions. Et donc ça passait pas. Et ils sont revenus avec une idée géniale, c'est l'idée géniale du laboratoire, de dire on n'enfouit plus, on vient pour chercher. On va faire un laboratoire, on va vous accompagner avec des grosses valises d'argent pour les élus, pour les riverains, pour tout le monde. Et puis, à partir de là, les bras de tous les élus et de toutes les collectivités étaient grands ouverts. C'est l'argent sur des taxes. Il y a une activité, donc on va vous donner des taxes pour les collectivités. Tout à fait. Et puis, il y a aussi un GIP, un groupement d'intérêt public, avec un fonds d'accompagnement conséquent. 30 millions d'euros à peu près par an et par département. Pour chaque département. Voilà. Avec un périmètre d'action différent. Donc, ça faisait toute une latitude pour les élus des 2 départements. Il faut être courageux pour refuser dans ces cas-là. Quand on est oui, on va y revenir avec le collectif des élus. Allez-y. C'est un peu dur. Donc, à partir du moment où ils ont eu cette idée géniale, il ne s'est plus rien passé pendant à peu près une quinzaine d'années. Donc, ils ont acquis un peu d'espace. Donc, ils ont 100 hectares, mais ils en occupent que 20 avec le laboratoire. Et puis, il ne s'est plus passé grand-chose. Voilà. Donc, ils étaient censés préparer le projet CIGEO. Donc le projet CIGEO, donc depuis 2016, on est vraiment à la charnière où le laboratoire géré par l'Andra continue de chercher, mais progressivement, on déroule le projet CIGEO, qui n'a encore pas fini d'écrire, qui est amendé, qu'on continue, qu'on modifie au jour le jour, et qu'on est obligé d'un petit peu, je dis bien un petit peu, dévoiler au public, quoi. Donc c'est à partir de là que je veux dire que les opposants sont réactivés, j'allais dire. Ils n'ont jamais arrêté de travailler, mais je veux dire que dès lors que on développait et on dévoilait le projet CIGEO, comme on vient de le dire précédemment, qu'on allait même sur le terrain, alors que l'autorisation n'est même pas demandée. Donc, il va de soi que moi, en tant qu'occupant du territoire et exploitant des terres, ça allait de soi que je m'oppose à ce projet. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Je pose la question, voilà, pour ceux qui disent mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, tout ça, la technique, on va plusieurs contrôler. Choses, non. Voilà. Donc là, on voit jour après jour que la faisabilité du projet est fortement menacée. C'est même pas les opposants qui le disent, c'est les instances nationales. Moi, en tant que paysan, en tant que local, en tant que défenseur du territoire, de la ruralité, c'est dans un premier temps la désertification. On est en train de nettoyer le territoire. Donc la désertification, l'agriculture va déjà très mal. Si on enlève l'agriculture du territoire, il n'y a plus rien. Donc j'en profite pour sensibiliser les gens qui sont très loin, qui se disent c'est bon, c'est pas dans notre coin, c'est pas dans notre jardin, donc chez les autres ça va. Alors que nous, on dit c'est ni ici ni ailleurs, pour cette raison-là, parce que le territoire va être condamné. Et c'est un peu un laboratoire dans le sens où on va encore bien plus vite qu'ailleurs. Alors, allez. Et la deuxième raison, c'est la dangerosité de ce qu'on va enfouir, parce qu'on maîtrise pas du tout. Donc c'est clair que dans un périmètre qu'on ne maîtrise pas, on ne fera plus la même agriculture. On ne fera plus une agriculture avec une vocation alimentaire. On va faire une agriculture avec des produits industriels. D'ailleurs, il y a un projet qui est installé, qui est quasi abandonné, initié par le CEA, qui s'appelle Saint-Dièse, pour justement faire du carburant de 3e génération. Bon, visiblement, on engloutit un peu d'argent, mais ça ne va pas être opérant, ça coûte très cher, et le carburant va coûter... on injecte plus d'énergie pour le produire que ce qu'on va ressortir, donc c'est abandonné. Alors, en face de vous, il y a Jean-Marc Fleury. Donc, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, président de l'association des élus. Oui. Alors, expliquez-nous, parce que c'est des élus, je suppose, de diverses courants, tendances, sensibilités. Le paysan, la spécialiste du dossier, la jeunesse qui se mobilise. Comment vous, les élus, en plus, face à cette manne financière qu'on vous promet, comment vous en êtes venus à créer une association, à vous mobiliser et vous-même à être critique ? Alors, moi, je suis élu j'étais élu en 95. La première élection, c'était en 95. Donc, en juin 95, je suis élu conseiller municipal. Et en même temps, pratiquement, je trouve dans ma boîte aux lettres ce qu'on appelait à l'époque l'appel des élus meusiens. C'était donc signé par à peu près 800 élus meusiens contre le projet de laboratoire, ou tout du moins pour avoir de l'information. Donc, derrière ça, il y a création de l'association des élus meusiens. Pourquoi moi j'ai adhéré ? Parce qu'on était nombreux à penser qu'une association d'élus pourrait ouvrir d'autres portes que des associations de citoyens. Donc c'est pour ça à l'origine qu'on fait cette association d'élus. Et puis au fur et à mesure que ce projet a avancé, des élus meusiens, on est passé aux élus meusiens et aux Marnais. Et aujourd'hui, on est les élus du Grand Est.
opposés donc, à l'enfouissement aujourd'hui des déchets nucléaires. Au départ, on était opposés au laboratoire de Bure, mais il y a belle lurette qu'on a changé de nom et qu'on a compris que le laboratoire n'existe pas. Le seul laboratoire, finalement, la seule chose qui est étudiée à Bure, c'est la capacité d'imposer ça à une population. Donc finalement, c'est nous qu'on expérimente, c'est pas l'argile. C'est bien la population meusienne ou marnaise qui est expérimentée. Donc ça, c'est fondamental d'avoir ça à l'esprit, parce que la recherche, là-dedans, elle est passée au second plan. Une anecdote rapide, début des années 2000, je suis au comité local d'information et de suivi, donc, qui est mis en place par la loi de 91 sur le site, pour permettre d'informer sur le suivi de l'évolution du projet. Et donc à ce moment-là, nous on se dit, les quelques opposants du comité local, on se dit, il serait bien qu'on fasse une contre-expertise de ce programme de recherche. Et donc, on cherche un organisme indépendant qu'on trouve aux États-Unis. Donc, on était content parce qu'en Europe, on n'arrive pas à trouver d'organisme qui n'ait pas travaillé avec l'ANDRA. Donc, c'est très compliqué. Donc, on trouve cet organisme, appel d'offres, tout se fait dans les règles, on les désigne. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils font pour expertiser un programme de recherche? Ils le demandent, le programme de recherche à l'ANDRA. Et tenez-vous bien, il n'y a pas de programme de recherche en face. L'ANDRA n'a pas de programme de recherche. Donc, quand on fait l'expertise, on attend 2 ans. Le laboratoire, c'est un alibi pour fait faire le centre d'enfouissement. C'est ça que vous dites. On attend 2 ans. On attend 2 ans pour avoir le programme de recherche. Donc, tout ça, c'est vraiment à mettre en lumière. Donc, on s'en fout de l'argile. On se fout du sous-sol dans cette affaire. Si on s'en était préoccupé du sous-sol, on aurait commencé comme ça avant. Puisque, finalement, la loi de 91, la loi Bataille, dont on dit tellement de bien, c'est une loi qui est issue d'un échec. L'échec, c'était l'échec, justement, d'implantation, j'allais dire, sans contrepartie, entre guillemets, d'un stockage de déchets nucléaires. Et là, personne n'en a voulu en France. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait en arrivant en Meuse? Et avec la loi Bataille, on a inventé déjà le volontariat. Il faut savoir que la Meuse et la Haute-Marne ont levé le doigt pour recevoir ce colis, ce cadeau, si je puis dire. Donc, le volontariat, le laboratoire, où on promettait qu'il n'y aurait jamais, au grand Dieu, de déchets nucléaires de mis là-bas. La deuxième chose. Et puis la troisième, bien sûr, c'était l'argent, les fonds d'accompagnement. Et donc, tout ça a fait qu'on a réussi à endormir un petit peu la population. Puis je dirais le dernier point, c'est le secret, puisque la délibération des 2 conseils généraux à l'époque, personne n'était au courant. Donc, ils ont pris cette délibération simplement entre eux. Sans consultation de la population ni rien. Vous pensez bien que si on avait été informé, on serait levé aussitôt et ça n'aurait pas pu se faire. Donc c'est l'absence d'information qui a fait que ça marchait chez nous. Après, moi j'ai fait partie des élus qui sont allés partout en France. Quand il y a eu la recherche du 2e site granitique, moi je me suis déplacé dans des tas d'endroits en France pour expliquer pourquoi il ne fallait pas accepter ce 2e laboratoire. Alors on avait un député à l'époque qui nous reprochait, il nous disait, bah oui, mais vous demandez l'application de la loi, le S à laboratoire, et vous faites tout pour qu'on n'en ait pas un 2e. Bien sûr qu'on faisait tout pour en avoir un 2e, parce qu'on ne voulait pas non plus en avoir un 1er. Donc, et aujourd'hui, on en est toujours là. Donc aujourd'hui, tout ça est passé par perte et profit. Et aujourd'hui, le drame, c'est que sur cette évolution, depuis 91, aujourd'hui, on n'a plus d'alternative. CIGEO, c'est la seule solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'option, je préfère dire option que solution, parce que l'enfouissement des déchets n'est pas une solution. La seule option qui reste, c'est CIGEO ou CIGEO. Et donc, à partir de là, on est dans une impasse, quoi. Et d'où, je pense, la tentative médiatique là, du ministre Lecornu et bien sûr l'assentiment de tout le gouvernement, parce qu'ils savent bien que là, ils sont en difficulté, parce qu'ils n'ont plus que cette option. Et s'ils n'arrivent pas à faire valider cette option, ben c'est fini. C'est fini pour l'enfouissement des déchets nucléaires, et donc c'est fini pour le nucléaire. C'est ça qui se joue à Bure. Ce n'est pas seulement une problématique de dire « je ne rentre pas dans mon jardin », non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si on arrive à empêcher ça, bien, on arrête tout. Puisque le nucléaire ne pourra pas dire « mais attendez, on a une solution nous, pour nos déchets ». Donc venez, on a Bure. Si ils n'ont pas Bure, ils n'ont plus rien. Donc, ils sont obligés de se remettre en cause. Complètement, complètement. Et la population française n'acceptera pas qu'on reconstruise. L'opinion publique refusera ça, qu'on reconstruise des centrales nucléaires si on n'a pas de solution pour les déchets. Et donc, ce qu'on veut là, c'est faire croire à la population française qu'on a une solution. C'est faux. On n'a pas de solution, il nous reste juste une option qui est la pire. C'est-à-dire des 3 options de départ, on a gardé la pire. Pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est le seul choix qui a été fait par le gouvernement. Et donc, nous, depuis plus de 20 ans pour ma part, eh bien, on rencontre tout le monde, on essaye de se faire entendre, et avec,
j'allais dire, peu de résultats. Le seul résultat qu'on peut dire, c'est qu'on a gagné du temps pour permettre à nos amis de venir redonner, j'allais dire, un coup de boost à l'opposition. Et donc aujourd'hui, bien, le temps qu'on a gagné permet cette nouvelle opposition, plus jeune aussi. Moi, j'ai commencé, j'avais 35 ans. Je crois qu'il faut que tout le monde se mette bien à l'esprit qu'une lutte comme celle-là, c'est... Vous en avez 23 de plus, si j'ai bien fait. Oui, j'en ai 23 de plus. Donc ça fait 23 ans. Donc personne ne peut s'imaginer ce que ça représente en engagement, en temps, cette lutte de 23 ans. Personne ne peut s'imaginer ça. Et vous croyez que quelqu'un de sensé, je pense quand même être quelqu'un de sensé, passerait 23 ans de sa vie à combattre quelque chose simplement pour combattre ? Non, c'est parce que nous sommes convaincus, nous sommes intimement convaincus que ce n'est pas la solution, il ne faut pas faire ça. Et que c'est vital au-delà de votre cas spécifique. Bien sûr, mais ça fait partie de ma vie. C'est pour ça qu'un ministre, quand il emmène 500 gendarmes à Bure, il se trompe s'il croit que des personnes comme moi vont s'arrêter. Il se trompe lourdement. Et oui. Juste une question. Oui. Vous aviez déjà des engagements, vous, avant, ou c'est cette histoire qui vous fait basculer dans un engagement d'une telle durée? Et la deuxième question, votre collectif d'élus, il rassemble tous les élus, il est minoritaire, il est majoritaire? C'est juste 2 questions précises. Oui, alors j'allais dire que tout m'est tombé dessus en même temps. Moi, en 95, je suis élu conseiller municipal. Cette occasion, moi, c'est pour un problème d'école que je me suis présenté aux élections locales chez nous. Et finalement... Sauver l'école du coin. Ouais, et je me suis retrouvé engagé aussi dans ce combat. Et finalement, je me suis éveillé, on va dire, à la société à 35 ans. Sinon, j'étais comme beaucoup de Français, j'avais mon boulot, ma famille, et puis je ne m'occupais pas du reste. Je pense sincèrement qu'on n'a pas le droit de passer une vie dans une société sans essayer d'y apporter quelque chose. Donc pour ma part, ce fut bien sûr mes 3 mandats, et puis aussi ce combat, cette lutte que j'estime juste, et qu'il faut mener à son terme. Donc voilà, tant que je suis vivant, tant qu'il me restera un souffle de vie, je participerai à ce combat. La représentativité de votre La représentativité, alors on n'a jamais trop cherché à avoir finalement plein d'élus ou pas plein d'élus, on s'en fiche un peu. En gros, depuis 1995, on a varié de 50 à 500 élus. Donc, il y a des moments où on a plus ou moins d'élus. Et justement, à ce sujet, là, on est en train de relancer ces jours-ci un appel pour justement demander aux élus du territoire national de nous soutenir. Parce que Bure, c'est une option nationale. Une option nationale. Est-ce que la nation va aller vers ça? Nous, on pense qu'il ne faut pas le faire. Donc, je pense que ce n'est pas seulement les élus Meusillon-Marnais, ce n'est pas seulement les élus de la région, c'est tous les élus qui doivent s'opposer à ça. Donc on vient de lancer un appel pour faire en sorte que des élus de tous bords, bien sûr, parce que notre association elle est apolitique, des élus de tous bords viennent nous rejoindre, et surtout des élus aussi nationaux, j'allais dire de la représentation nationale, parce que c'est vrai que si demain, moi je peux dire, en présentant mon association, qu'on a X députés et sénateurs dans notre association, c'est mieux. Ça a déjà été le cas, hein. Ça a été le cas à l'époque des sites granitiques, mais ça venait un peu pas dans mon jardin. À l'époque, on avait des députés et des sénateurs qui étaient contre parce qu'ils n'en voulaient pas chez eux. D'ailleurs, François Hollande faisait partie de ces gens-là, puisqu'à l'époque, François Hollande était contre l'option chez lui. La Corrèze était un territoire concerné. Donc, il en a lui, pas c'était la logique, pas dans mon jardin, mais c'est exactement chez les ça, autres. Pas dans mon jardin, mais chez les autres. Et donc, chez les autres, c'est chez nous. Et nous, on dit ni chez nous, ni ailleurs, quoi. Et nous, c'est ce qu'on dit depuis des années. Nous franchement, stratégiquement, moi, j'avais tout intérêt à faire en sorte qu'un deuxième laboratoire existe, parce que finalement, j'aurais eu une deuxième chance, enfin, j'aurais eu une petite chance que ce ne soit pas chez moi. En faisant en sorte que le deuxième laboratoire ne se fasse pas, je savais bien sûr que je ramènerais tout ça chez nous. Mais nous, on savait aussi notre détermination, et puis aujourd'hui, cette détermination, eh bien, elle est confortée par la présence de nouveaux opposants. Et ça, c'est important, et je crois que c'est aussi un élément qui échappe complètement au gouvernement. Le gouvernement n'a pas compris que finalement, l'opposition à Bure, elle est une et indivisible. Des facettes multiples, vous l'avez ce soir sur ce plateau, mais une unité et une concertation et vraiment une détermination. Et ça, il faut bien que le gouvernement comprenne cette détermination. On est déterminés tous ensemble. Et nous, qu'on refuse cette étiquette un petit peu, cette idée qu'il existerait des opposants légaux et des opposants illégaux. Alors, il n'y a que des opposants. Alors Jade a plusieurs questions. À ce propos, parce qu'on entend dans ce que vous dites tous les cas depuis tout à l'heure, dans quoi se loge votre détermination? Il y a le sentiment d'un déni de démocratie, oui. Il y a le sentiment d'avoir été pris au piège par une mécanique administrative, et il y a la volonté de protéger un territoire contre sa désertification, comme expliquait Jean-Pierre Simon.
Ce qu'on aimerait vous entendre décrire, c'est un peu comment fonctionne votre mouvement. Parce qu'il est quand même très particulier, ce mouvement. On entend, grâce à votre témoignage, qu'il y a une profondeur historique. Il y a eu une mobilisation très ancienne depuis 20 ans. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mobilisation qui se fait notamment par l'occupation du bois, mais pas uniquement. Et moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, peut-être que Philippe peut nous éclairer, est-ce que vous êtes une ZAD ? Parce que ce mouvement est souvent comparé à la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous ressemblez, est-ce que vous êtes une ZAD comme il en existe à Notre-Dame-des-Landes ? Je ne connais pas Notre-Dame-des-Landes, donc je ne saurais pas dire ça, mais non, je ne dirais pas que c'est une ZAD. Moi, je pense ZAD, ça veut dire zone à défendre, hein, pour préciser, pour ceux qui ne sauraient pas. Ouais. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on vit à une époque où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent d'autres façons de vivre, d'autres possibilités, d'autres moyens et d'autres espaces que ce qui est proposé dans le système traditionnel, dans trouver un travail, de rentrer dans un cadre, etc. Et de plus en plus de gens n'y trouvent pas de satisfaction. Et donc, je pense que une manifestation de ça, c'est aussi c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se construisait, ce qui s'est construit et ce qui continue à se construire sur le territoire et donc en partie sur le Bois-le-Jus, c'est d'espaces en fait nouveaux où on peut vivre autrement, où on peut essayer de construire. Qu'est-ce que vous y faites, par exemple, pour qu'on comprenne parce que vous êtes souvent présentés comme des délinquants, comme des personnes violentes, comme des gens qui sont là pour saboter, pour détruire les choses. Très concrètement, comment se passe la vie quotidienne, que ce soit dans le bois, que ce soit dans la maison de la Résistance, qui est la maison collective du mouvement qui se trouve dans le village de Bure. Je souligne, pour ceux qui n'ont pas lu Mediapart, que Jade a raconté ça avec un immense enthousiasme, à tel point qu'on pensait qu'elle voulait aller vivre là-bas. Hein. Donc elle racontait, elle montrait, elle décrivait comme une sorte d'utopie concrète et réalisée. Allez-y, pardon. Donc en fait, ce qu'on vit là-bas, c'est un laboratoire où on peut essayer différentes façons de s'autonomiser d'un système, donc que ce soit au niveau de mode de production, alimentaire et de besoins matériels, etc., ou que ce soit de mode d'organisation entre nous, etc. Donc il y a des choses qui sont expérimentées au niveau construction, on a pu voir des cabanes dans les arbres, des trucs comme ça, qui sont un alliage des deux, en fait, ou d'autres façons de construire au sol aussi dans la forêt. Il y a, et puis ça peut passer par des installations agricoles, ça peut passer par faire du pain. Il y a Fournil qui a été rénové, il y a des projets d'épicerie, de collectivisation d'espace. Et en fait, c'est recréer du commun où on peut se réapproprier collectivement des moyens de production et des moyens de vivre ensemble. Et donc aussi des moyens de s'organiser. Donc il y a aussi toute la partie politique, comment est-ce qu'on fait des réunions, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on sort d'un système qui est issu d'un système patriarcal, qui est issu de plats de lutte, etc., de domination en interne. Et donc voilà. Jean-Pierre, pardon. Non, mais juste pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent, on parle quand même d'un territoire où il n'y a quasiment plus d'espace public et d'espace commun. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'endroit où les gens se rencontrent. En fait, chacun est dans sa maison. Il y a les grandes surfaces à quelques kilomètres. Et c'est tout. Et finalement, ce que commence à décrire Philippe, c'est comment est-ce que des gens, en s'installant sur place, essayent de recréer des espaces où simplement les gens se rencontrent, peuvent se croiser dans la rue, peuvent se parler, relancer un marché, etc. Vous, Jean-Pierre Simon, qui êtes vraiment un gars du coin, comment est-ce que vous vivez l'arrivée de personnes comme Philippe qui viennent pour, comme ils disent, devenir des paysans ? Est-ce que vous les acceptez à vos côtés et comment vous les voyez arriver ? Tout à fait. Il ne nous reste plus que cette solution-là. Je vous disais tout à l'heure que ma préoccupation primaire, c'était l'installation du désert. Alors déjà qu'il a tendance à s'installer naturellement, je l'ai dit, pas seulement chez nous, mais on l'installe de force, puisque à grand renfort de bulldozers et de cars bleus et de répression policière, je veux dire qu'on met en place, parce que là, on est vraiment en train de faire un nettoyage, de dissuader, je pense qu'on en parlera après, les gens de vivre sur le territoire, donc les nouveaux arrivants, mais aussi les autochtones, parce qu'à un moment, on ne peut plus vivre dans ces conditions-là. Donc, moi, je soutiens l'arrivée et les divers projets qui demandent qu'à se créer de gens pour contrer la désertification. Parce que de toute façon, on est rentré dans une spirale où c'est inéluctable, et vous savez comment ça se passe après, c'est les services, les commerces, comme vous l'avez dit, il n'y a plus rien. Il y a une école, là, qui a un collège qui est menacé de fermeture à proximité. Angélique, oui.
Oui, il y a plusieurs collèges en Meuse, mais notamment à Montier, Montier-sur-Sault, où parallèlement on veut réouvrir une gendarmerie. Donc c'est très représentatif de ce qu'est finalement le nucléaire en France. Le nucléaire ne peut pas s'installer dans un territoire sans y adjoindre le militaire et la présence des gendarmes. Donc voilà, là en ce moment on veut fermer un collège, c'est pas forcément dû qu'à la présence de l'Andrin et de la poubelle nucléaire, parce que ça se répartit sur tout le territoire meusien, mais quand même, il y a une désertification vraiment propre au sud de la Meuse, puisqu'en fait, il n'y a personne qui a envie de s'installer là où va y avoir une poubelle nucléaire, bien sûr. Parce que l'Andra dit l'inverse. L'Andra dit, nous, justement, on crée des emplois, on crée de l'activité, vous êtes contre la désertification, nous aussi. Donc là-dessus, ils vont vous dire, on essaye de régler votre problème. Les élus locaux, et notamment le maire de Montier-sur-Sault, viennent créer une association contre l'Andra, parce qu'en fait, les élus, mais je pense ça, Jean-Marc peut vous en parler aussi, les élus, on leur a fait des promesses. Les promesses de l'emploi, c'est toujours ce chantage à l'emploi. Qui ne sont toujours pas là, qui ne viendront jamais. Les promesses qui sont faites maintenant, de toute façon, ne seront toujours pas plus tenues, on le sait. Mais voilà, on va vous faire des... Alors ça, c'est sûr, on nous refait tous les villages, des trottoirs magnifiques, des lampadaires comme on n'a jamais vu en Meuse. Et puis, il n'y a plus personne à mettre sur les trottoirs. C'est ce que les élus y disent, en fait. C'est que ça se désertifie vraiment en termes de population. Et donc, les écoles ferment. Par contre, il y a quand même une stratégie de l'Andra. L'Andra, moi, je la vois de plus en plus comme une agence de communication plutôt qu'une agence de gestion. Clairement, en fait, leur seul but, c'est de faire accepter le projet. Et donc, pour faire accepter le projet, il faut manipuler l'opinion, il faut manipuler l'information, comme on le voit, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, par les différents rapports, finalement, qui sont sortis récemment et où on essaye de présenter l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est assez néfaste pour eux, mais on essaye d'enrober tout ça. Eh bien, là, c'est la même manière, en fait, c'est vraiment par le biais de la communication qu'on va essayer de faire accepter ce projet et donc de travailler... Non, mais parce que quand on s'est rencontrés, très vite, Angélique, vous m'aviez expliqué que une des raisons pour lesquelles vous étiez opposée à ce projet de CIGEO, c'est parce que vous êtes meusienne et que vous aimez la Meuse. Mais oui. Et qu'il y a une histoire particulière de la Meuse, une histoire de souffrance, de blessures qui rend particulièrement sensible l'enjeu de ce territoire. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette histoire un passé plein d'à présent, là. La Meuse, c'est aussi un département magnifique, agricole, rural, riche de sa population et riche de toute une histoire médiévale, bien avant, mais malheureusement, on porte autre chose. Et moi, je suis née près de Verdun, dans un petit village qui s'appelle Vadelincourt, et j'ai grandi en allant jouer dans le cimetière militaire. Ça paraît anodin quand on est enfant. Et puis c'est bien plus tard, quand je me suis rapprochée de l'Allemagne, j'ai vécu en Allemagne, où j'ai compris ce que je portais en termes de mémoire. Je ne l'avais pas compris. Et je portais ça de mon arrière-grand-mère qui a vécu les deux guerres et que j'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Et donc je porte cette mémoire-là, la mémoire de la Grande Guerre. Et la Grande Guerre, elle nous a laissé des cimetières, mais elle nous a aussi laissé des déchets de la Grande Guerre, les obus toxiques, les obus qui éclatent encore et qui régulièrement suppriment quelques paysans en plus. Donc je porte tout ça et en fait maintenant on me dit qu'on va venir dans ce territoire à nouveau. Alors je rejoins Jean-Pierre complètement, c'est ni en Meuse ni ailleurs, ça c'est sûr. Parce que ce qu'on veut nous, c'est l'arrêt du nucléaire. Parce que c'est une énergie mortifère et c'est une filière mortifère, il faut absolument l'arrêter. Si on bloque CIGEO, en fait on constipe cette filière et on arrête cette filière. Mais là la Meuse, en fait, ça a déjà été un territoire qui a été sacrifié. Et on veut encore le sacrifier en y mettant maintenant les déchets nucléaires au cœur de la Terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'humain ne peut pas mettre dans le cœur de la Terre. C'est la Terre, dans l'imaginaire collectif, c'est la mer. Et on va mettre au cœur de notre mer, dans son ventre, on va mettre des poisons les plus toxiques. Et il se trouve qu'en plus, c'est à ma porte. Je ne peux pas rester sans rien faire. Évidemment que, comme Jean-Marc, je vais m'engager jusqu'à la fin de ma vie, mais vraiment jusqu'à la fin de ma vie, et jusqu'à la prison s'il faut, parce qu'on subit une répression énorme, pour empêcher ce projet de se faire et cette poubelle nucléaire de s'installer, qu'elle soit ici ou ailleurs d'ailleurs. Jean-Marc, vous vouliez réagir ? Je veux dire que quand on nous écoute, on a l'impression que finalement, la vie d'opposant, c'est pas mal, parce que finalement, on passe en émission de télé, tout ça, c'est bien. Mais c'est pas ça, la vie d'un opposant. C'est des tas de petites contraintes, on vous embête, on vous crée des... Je prends un exemple tout bête. Là, maintenant, moi, je crains, pour ma personne, je crains d'être emprisonné à un horizon plus ou moins long. Donc là, je suis en train, professionnellement, de sauvegarder
j'allais dire, tout ce qu'il y a dans mon ordinateur professionnel, parce que demain, s'ils viennent me piquer mon ordinateur professionnel, moi, je ne peux plus bosser. Donc, je m'inquiète de ça maintenant. Pourquoi vous seriez emprisonné? Oui, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment, moi, après, au bout de 23 ans, que là, la répression est plus forte. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile à vivre et à mener cette lutte. Je prends l'exemple quand on organise des manifestations. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à 2-3 ans, c'était relativement facile. Maintenant, c'est très compliqué d'organiser une manifestation. La dernière qu'on a organisée, d'envergure, l'an dernier, on a eu 5 ou 6 réunions en préfecture. Enfin, je me souviens d'une réunion en particulier où on était 3 élus, 3 opposants, 3 personnes présentes, et en face de nous, il y avait 30. Voilà, je crois que le moins gradé était commandant. Donc vous voyez dans quelles conditions tout ça se passe aujourd'hui et pourquoi je crains une perquisition, parce qu'on voit bien les perquisitions qui se passent à la Maison de Bure, c'est-à-dire que les forces publiques se sentent un petit peu le droit de faire n'importe quoi, alors ils y vont, je pense qu'ils viennent encore de faire n'importe quoi d'ailleurs en entrant dans la Maison de Bure, donc on va le voir au niveau juridique, mais je pense qu'ils ont encore fait n'importe quoi, et donc moi je me dis qu'ils sont capables un matin de venir frapper à ma porte, enfoncer ma porte et rentrer chez moi, me prendre mes ordinateurs. Pas tellement pour y trouver des choses, ils ne trouveront rien, mais pour essayer de m'impressionner, pour m'embêter, j'allais dire pour me pourrir la vie, et pour faire en sorte que je m'arrête, que je me calme, quoi. Sauf que, je le redis encore une fois, ces gens-là n'ont rien compris, c'est pas ça qui nous arrêtera. Un peu comme ce qui était arrivé au moment de la COP21, c'est-à-dire le contexte sécuritaire, les attentats, en fait, sert aussi à réprimer le mouvement de la société civile. C'est un prétexte. Alors, est-ce que vous passez à la désobéissance, du coup ? Est-ce que vous franchissez, parce que c'est le débat qu'il y a sur d'autres actions, la question des migrants et tout, à un moment dire on est sur un mur, désobéissance civile. On en est là, on en est à réfléchir, à savoir si on va justement passer à autre chose. Et ça appartient à chacun. Donc l'opposition, elle est multiple, vraiment multiple sur Bure. Il y a énormément d'associations qui sont créées pour diverses raisons. Et donc, on a des rapports, bien sûr, entre nous, mais on a chacun nos limites. Et elles sont respectables. Mais je pense qu'on a quelque chose qui nous unit, c'est la solidarité. Ça veut dire que moi, je n'irai jamais, critiquer l'action d'un autre opposant. Même si cette action est dite illégale. Celui qui fait une action illégale prend ses responsabilités. Si demain il est pris, c'est lui qui va payer, c'est pas moi, si c'est pas moi qui ai fait l'action illégale. Donc à partir de là, je dis que toute action est respectable. Chacun y va en responsabilité et fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il pense bon de faire. Vous croyez, on ne dure pas 23 ans comme moi dans un combat sans faire les choses qui nous plaisent. Alors moi, j'ai entre guillemets de la chance, puisque ce qui me plaît, c'est d'animer des réunions publiques, etc. Donc c'est là que je suis bien. Donc moi, je suis un bon opposant quand je discute, quand j'anime des réunions, etc. C'est ça que j'aime bien faire. Puis maintenant, on fait aussi des manifestations, on est de plus en plus obligés parce qu'il faut y arriver. Mais on voit, pardon, je vous interromps, mais on voit des images, pendant que vous parlez, on voit des images d'une action qui s'est tenue l'année dernière, une action qui portait contre l'écothèque. Donc l'écothèque, vous allez nous expliquer, c'est un centre d'exposition de l'Andra. Et donc l'année dernière, plusieurs centaines de personnes, donc on voit là beaucoup de monde, se sont rendus en marche jusqu'à l'écothèque pour faire tomber les grilles. Ce qui a été considéré comme une action de sabotage par la préfecture. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite j'en dis 2 mots. Parler cela, allez-y. J'y étais, après j'ai sa parole à mes copains. J'en dis 2 mots, j'y étais ce jour-là, j'étais sur place. Je n'ai pas participé activement à la démolition, mais on est resté. C'est-à-dire qu'on a une manifestation qui était sympathique, on va dire, et puis on voulait aller tout simplement symboliquement mettre des morceaux de mur devant l'entrée de l'Andra. Ça nous a été complètement interdit. Là, les mesures prises, enfin c'était démesuré, quoi. Les forces de police en face de nous, c'était démesuré. Et donc, une partie des personnes qui étaient dans le cortège ont décidé d'aller s'attaquer à cette clôture. Et nous sommes restés par solidarité. Moi, je ne suis pas allé parce que je n'étais pas prêt à ce moment-là à franchir ce pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis prêt. Il faudrait que la même chose se passe et je verrai bien si je monterai ou pas sur les grillages. Mais en tout cas, à l'époque, je n'étais pas prêt. Par contre, on est resté. Ce que je savais, c'est qu'on était solidaires de l'action qui se faisait. Et donc, on ne condamne pas du tout ce genre d'action. Et on est resté par solidarité. Voilà ce que je veux dire. Vous, Jean-Pierre, vous êtes paysan, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez été poursuivi et condamné par la justice pour avoir prêté votre tracteur et votre bétaillère aux militants qui, l'année dernière, étaient entrés dans la forêt pour l'occuper, donc dont on parle depuis
tout à l'heure, de votre point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, une opposition simplement, je dirais, tranquille, par des manifestations classiques et des réunions publiques ne suffit plus? Il faut passer, de votre point de vue, à un mode d'action plus désobéissant pour être entendu? Ça s'impose. Ça s'impose. Les manifs bon enfant classiques comme on pouvait faire avant, où on dépliait nos banderoles, on faisait un petit circuit et puis on rentrait le soir à la maison et puis voilà. Non, ça ne paye plus. Parce qu'on attend le soir et puis après le lendemain c'est terminé, on n'en parle plus. Donc il faut passer à d'autres modes d'action. Et puis en face de nous, on a aussi des gens qui sont aussi désobéissants, qui ne respectent pas les règlements, qui ne disent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de transparence. Pourquoi vous dites ça? Pas de transparence. C'est clair que, bon, là on est face au lobby nucléaire. Il y a le gouvernement, mais il y a aussi le lobby nucléaire. Donc ça pèse lourd quand même. Donc il n'y a pas de transparence. On ne dit pas ce qu'on fait. Là, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est en train de basculer depuis 2016. Donc, justement, là où j'ai mis à disposition mon tracteur et ma bétaillère pour aller voir ce qui se fait à l'occasion d'un pique-nique dans le Bois-le-Jus, alors qu'il n'y avait rien d'autorisé, pas de déclaration d'autorisation de création, pas de permis, donc ils n'avaient pas le droit de défricher, ils n'avaient rien le droit de faire. Donc, moi, j'ai mis à disposition pour faire le pique-nique, pour mettre le matériel dedans, et puis c'est là que les opposants et les manifestants ont découvert ce qu'on faisait déjà dans le bois. C'est-à-dire qu'on était en train de faire des forages pour mettre en place déjà les cheminées d'aération des futures galeries qui ne sont encore pas faites, quoi. Voilà, bon, c'est peut-être pas, il y a peut-être une autre version. Donc, c'est des choses qui ne sont pas légales. Donc, à un moment donné, pourquoi l'État, l'ANDRA, a le droit de faire les choses illégales et les opposants n'ont pas le droit? Donc, ça ne paye plus de faire les manifs bon enfant. Donc, à un moment, il faut aller plus loin. Ou alors, chacun rentre dans son cadre et puis on revient à la réalité. Donc, il faut se dire les choses. Pour vous, Philippe, quand vous entendez vos deux voisins de plateau, mais qui sont aussi des camarades de votre lutte, dire qu'ils sont à un moment de solidarité et peut-être de passage à un autre type d'action, comment est-ce que vous l'entendez et est-ce que ça change quelque chose au sens de votre présence sur ce territoire ? Ça vous encourage à rester? Ça vous fait découvrir des personnes que peut-être vous ne connaissiez pas avant, de cette génération-là, d'une autre génération, avec une autre histoire politique? Ou est-ce que vous trouvez qui vont trop fort, quoi? Non, en fait, c'est très important d'avoir des espaces de communication, etc. Il y a différents cercles d'organisation, évidemment, vu que cette lutte est diverse, etc. On a peu d'espace pour entendre ce que chacun pense, etc. Et du coup, souvent, il y a de la spéculation sur qui pense quoi et veut quoi, etc. Avec la façon dont c'est médiatisé, avec la façon dont le portrait du voyou, etc., dont on parlait tout à l'heure. Moi, je pense que ça donne de la force, en fait, d'entendre qu'en fait, au final, on ne veut pas de ce projet. Et on a été acculé par ce projet parce que tout le reste, toutes les autres choses qui ont été tentées, jusque-là, n'ont pas fonctionné et il faut être créatif et il faut imaginer d'autres manières et il faut voir comment est-ce que toutes ces différentes forces qui se sont construites depuis ces 20 ans, etc., peuvent se tisser les unes dans les autres et les forces nouvelles qui arrivent aujourd'hui, qui ont appris et qui ont d'autres histoires et qui viennent d'autres milieux, peuvent se tisser les unes dans les autres pour créer un réseau fort qui va pouvoir juste bloquer l'ANDRA et dire non, en fait. Et vous, par exemple, qui n'êtes pas natif de ce coin-là, contrairement à nos autres invités, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attache à ce territoire ? Moi, au départ, je suis quelqu'un qui est très sensible à la nature et j'ai été fort attiré quand j'ai découvert le bois, en fait. Et de voir des cabanes dans les arbres, de voir cette vie qui se construisait là, j'ai toujours été intéressé par différents modes de vie qui se rapprochaient plus d'autonomie, en fait, et qui permettaient aux gens de se réapproprier leur vie. Et ces expériences-là, elles m'ont permis de voir qu'en fait, il y avait énormément à explorer et à construire dans ce domaine-là. Et c'est après ça que j'ai appris tout ce que c'était le nucléaire et tout ce qui se jouait là. Et qu'en fait, avec le nucléaire, ce qu'on se rend compte, c'est que jour par jour, ils pavent une route et un mode de vie où l'autonomie est de plus en plus impossible, en fait. Où les gens... parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut gérer les déchets qui nous créent, les centrales qui vont nous laisser,
le mode de vie qui nous impose, avec un système de consommation, un système de vie qui nous impose, c'est complètement à l'opposé en fait. Eux, leur système, c'est centralisé. Une centrale, c'est quelque chose qui centralise énormément de production d'énergie pour centraliser énormément de ressources et drainer le peuple de ses ressources financières, etc. Donc, à l'opposé, une autonomie, en fait, ça doit casser ces liens en fait, qui sont en train d'enchaîner un territoire et une population. On approche de la fin. Une question un peu politique générale. On a vu sur le débat sur le changement climatique, des règlements climatiques, comment c'est la société qui a mis à l'ordre du jour, en une décennie, après beaucoup d'entêtements en face, de soi-disant experts, sachants, etc., cette question, et c'est encore une conquête très fragile, on le voit bien. Comment vous regardez, en plus après l'année présidentielle qu'on a vécue l'an dernier, avec son chamboule-tout, ce fait de se dire, dans la diversité de ce que vous êtes, bien ancré sur un territoire, de pouvoir qui n'écoute pas, de pouvoir qui ne cherche pas ce dialogue avec la société, cette légitimité autour de la société, qui font comme si ils savaient mieux que ceux qui vivent là où ils sont. À un moment, on se demande si le pouvoir a vraiment le pouvoir, ou s'il n'y a pas des super-pouvoirs au-dessus d'eux. Bon, et moi, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est qu'on est au bout du système en termes de notre modèle énergétique. Donc, on le voit bien. Là, en plus, en France, on est gâtés puisqu'on a 57 réacteurs. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, c'est clair qu'ils ont aussi à gérer tout ce qui n'a pas été fait pendant les 30 ou 40 dernières années. Et à titre personnel, au niveau agricole, on est aussi au bout de notre modèle agricole. Donc ça interpelle, et je pense que ça doit interpeller tout le monde. Pas forcément les ruraux, parce qu'à un moment donné, les paysans, ils sont là pour nourrir tous les habitants, d'une façon ou d'une autre. Donc à un moment donné, le pouvoir doit s'interroger. Je pense qu'il le fait, mais j'espère qu'il ira suffisamment sur le terrain et suffisamment loin dans les choses, et qu'il faut se donner le temps pour savoir ce qu'on peut faire avec notre modèle énergétique et notre modèle agricole. Angélique, même question. Sur la question politique... Oui, voilà, la légitimité du politique par rapport à la société. Là, on voit bien une accélération de décisions qui tombent. On voit bien que le nucléaire... si on parle de répression, c'est parce que le nucléaire, c'est hautement politique. Il y a derrière tout ça l'arme nucléaire à produire. La force militaire française a affirmé toujours plus. Vous liez le débat sur le nucléaire des centrales et le nucléaire militaire, et la bombe. Pour produire, bien sûr, pour produire l'arme nucléaire, il faut des centrales. C'est lié complètement. Et puis, en fait, la France a tout misé sur le nucléaire depuis De Gaulle, et c'est difficile de faire machine arrière. Et puis, vous savez bien, les arriérés, enfin, du moins, le passif de notre Premier ministre. Clairement, le gouvernement a fait le choix du nucléaire. Qui a travaillé chez Areva. Qui a travaillé chez Areva, voilà. Donc on sait très bien que quand on nomme un Premier ministre et qu'on a Cigéo comme une épine dans le pied depuis... donc Cigéo, la poubelle nucléaire, depuis 2016... Deschnuc, voilà. Bien sûr, quand on fait le choix de ce Premier ministre, c'est pas anodin. Et on le voit, après, on a peut-être un discours qui peut faire peur, qui peut être... Non, en fait, on le voit, on est multiples, on est complémentaires. On n'est pas juste sur ce bois, on est aussi en train de s'ancrer dans ce territoire. Effectivement, il y a des gens qui ont acheté des maisons. Il y a c'est pour ça aussi qu'on n'est pas une ZAD. Et que de toute manière, la ZAD, ce n'est pas une étiquette qu'on prend et qu'on colle comme ça sur toutes les luttes de territoire. Les personnes qui vont s'installer et mettre leur corps à un moment ou à un autre entre la machine et puis finalement la nature pour défendre cette nature. C'est pas que ça. Voilà, donc... Et je voudrais ajouter une toute petite chose quand même, c'est qu'on est de plus en plus multiples et de plus en plus diverses, et surtout face à la répression, puisqu'en fait, ils pensent nous tuer face à la répression. D'abord, on ne se taira jamais, mais en plus ils nous ont infligé de la répression avec la perquisition de nos domiciles, avec récemment l'expulsion. Il y a maintenant vraiment des dizaines de comités de soutien qui sont nés. À l'occasion. Des poursuites sur ceux qui ont voulu faire tomber les murs. Voilà, aussi, notamment, et les perquisitions. Et donc, on a maintenant des dizaines de comités de soutien, et on se réunit ce week-end, le 3 et 4, là. Donc, on vous invite tous ceux qui veulent nous rejoindre et qui se posent des questions sur cette lutte, vous êtes les bienvenus.
Ça se passe à Bure. Ça se passe à Bure, ce week-end, le 3-4 mars, dès 10h le samedi, et même avant et même après. Enfin, venez, en fait, c'est un territoire magnifique, c'est une lutte qui vous prend au corps, c'est pour ça que Jade, elle revient nous voir très souvent. Et parce que c'est une lutte éminemment politique, avec vraiment plein de faisceaux qui la traversent, économiques, écologiques. Et c'est vraiment important. Donc venez ce week-end et on vous expliquera tout ça, on vous montrera. Et puis on ira vous montrer le bois et on ira vous montrer comment nous, à un moment ou à un autre, on va aller vers ce bois pour reposer une vigie et surveiller l'Andra, parce qu'on ne lui fait absolument pas confiance pour ne pas recommencer ses travaux de manière totalement illégale. Jean-Marc Fleury, 2 mots pour terminer. Moi, je voudrais dire appeler ce gouvernement à prendre la vraie température, j'allais dire, de la population. C'est-à-dire qu'on nous parle de concertation et on voit ce qui a été fait en mesure de concertation par ce gouvernement sur le projet CIGEO. C'est M. Hulot a nommé 2 garants de la concertation. On nous nomme 2 garants de la concertation 23 ans plus tard. À quoi ça sert ? En plus, on a un ministre qui vient en Meuse, qui veut nous rencontrer. Le mercredi soir, il veut nous rencontrer. Le jeudi matin, il expulse les quelques habitants du Bois-le-Jus, parce que c'est 10 personnes expulsées par 500 gendarmes. C'est aussi ça qu'il faut bien avoir en tête. Et puis, le vendredi, il voudrait qu'on soit là pour discuter avec lui. Mais il rigole ce type. Il croit qu'on va aller, après tout ce qu'il nous a fait, là, il croit qu'on va aller le voir et discuter avec lui, mais on n'a rien à lui dire. En l'état actuel, on n'a rien à lui dire. Les conditions de la discussion ne sont pas réunies. Donc à partir de là, moi j'ai envie de dire, on n'a rien à leur dire. Et le système de concertation en France, il n'existe pas. Il est complètement inventé. Alors j'entends notre président qui se vante souvent d'être dans le nouveau monde politique, d'être à la tête d'un nouveau monde politique, mais il peut se le dire tous les soirs en se regardant dans la glace, sauf que la vérité c'est faux, c'est qu'on a la continuité du monde politique, toujours le même, avec toujours les mêmes ficelles, les mêmes méthodes, et on n'avance pas. Alors si ce président, il veut changer le mode de concertation, mais il vient me voir, on en discute, et moi je lui donnerai des idées pour que vraiment on écoute les citoyens et qu'on puisse avancer dans ce pays. Mais aujourd'hui on n'avance pas, rien n'a changé, contrairement à ce que veulent dire les politiques et ce gouvernement. Rien n'a changé. Merci à tous les 4, merci Jade. Merci.